Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, l'heure du journal. Enquête sur le refus de la présidence de la République de prendre en charge les délégations étrangères lors du Grand Magal de Touba. Le directeur des moyens généraux, Cheikh Oumar Diagne, n'était pas le destinataire de la lettre de Serigne Cheikhouna Mbacké. Le double meurtre à la cité Technopole à Pikine, retour sur les lieux. Une semaine après, les populations confient leur peur. Le procès de Sidi Diop, le procureur de la République demande la relaxe du chanteur, mais demande au juge également de le considérer coupable des délits de défaut de permis de conduire, d'assurance et usage de faux. L'affaire du scandale présumé à l'ONAS, le député Moussa Diakhaté a déposé, comme il l'avait annoncé, une lettre sur la table du président de l'Assemblée nationale. C'est pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Débordement du fleuve Sénégal, les conséquences se font déjà sentir dans le Dandé-Mayo, dans la région de Matam. Ponts et pistes sont devenus impraticables. L'actualité internationale, Anna Rocha, les sports, Malal Junior Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et en fin d'édition, point de vue sur le scandale présumé à l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. La polémique née du refus de Cheikh Oumar Diagne d'accorder une prise en charge aux délégations étrangères en partance pour Touba pour les besoins du Grand Magal. RFM en sait davantage. La lettre de Serigne Cheikhouna Mbacké, le président de la commission relations extérieures du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, était adressée au ministre secrétaire général de la présidence de la République et non à la direction des moyens généraux qui a répondu. Serigne Cheikhouna Mbacké avait aussi envoyé des correspondances à d'autres autorités qui ont répondu favorablement. Babacar Fall a mené l'enquête. C'est le 21 juillet 2024 que Serigne Cheikhouna Mbacké a adressé sa lettre au secrétaire général de la présidence de la République pour solliciter la prise en charge de l'hébergement des délégations étrangères invitées du khalife général des Mourides. Et sur l'entête de la lettre de Serigne Cheikhouna adressée au secrétaire général de la présidence, il y est bien mentionné d'abord commission d'organisation du Grand Magal de Touba, ensuite commission des relations extérieures et religieuses. Jusque-là, pas de problème. Mais la curiosité, c'est de constater que c'est Oumar Diagne, le directeur des moyens généraux de la présidence de la République, qui répond à cette lettre qui ne lui a pas été adressée et qui évoque une rationalisation des dépenses de la présidence de la République. Et puis, selon nos informations, il y a même une deuxième lettre, écrite toujours par Serigne Cheikhouna Mbacké et adressée toujours au secrétaire général de la présidence pour solliciter, comme d'habitude, des véhicules pour transporter les invités du khalife de Dakar à Touba. Et toujours, c'est Oumar Diagne qui répond par lettre pour marquer son refus et parler de rationalisation du parc automobile de la présidence de la République. Pendant ce temps, le même président de la commission des relations extérieures du Grand Magal, Serigne Cheikhouna Mbacké, toujours sous couvert de la commission d'organisation de l'événement, c'est ce qui est écrit sur l'entête, a sollicité et obtenu de la part d'autres autorités étatiques des réponses favorables à ces demandes. C'est le cas du ministre de l'Intérieur à qui Serigne Cheikhouna Mbacké a adressé une lettre pour lui demander de faciliter l'obtention de visas pour des délégations comme celle du Yémen et d'Égypte à leur arrivée sur le sol sénégalais pour répondre à l'invitation de Serigne Mountakha Mbacké. Et Jean-Baptiste Sétine a répondu favorablement. Et l'on s'arrête sur le personnage de Cheikh Oumar Diagne. Vous le savez, l'actuel directeur général des moyens généraux de la présidence fait l'actualité, on l'a dit, présenté comme celui qui a rejeté la demande de prise en charge des délégations étrangères lors du Magal de Touba de cette année. Demande formulée par le comité d'organisation. Dans ce midi, on cherche à en savoir davantage sur son profil et son parcours. Parcours atypique, controversé, Mohamed Ali Mouba. Cheikh Oumar Diagne est un personnage controversé, grand adepte des déclarations fracassantes. Il s'est fait remarquer sur l'espace public par ses prises de position sans concession sur la franc-maçonnerie, l'homosexualité, mais surtout pour son manque d'égard, dit-on, pour la communauté mouride. Man damay liggéey ci wàllu flux financier les flux financiers illicites. On a beaucoup travaillé sur des papiers par rapport ak Sénégal ci ni muy doxalee ci loolu maanaam GIABA bi nekk fii dafay liggéey bu baax ci xool di xayma. Sénégal blanchiment d'argent bi ñuy def fii Sénégal li ci ëpp ci blanchiment d'argent boobu. ñuy woowee ay sëriñ ñoo koy def.
mu ngi am diggante début d'année maanaam diggante muharram weeru tamxarit ba diggante après gàmmu événement religieux fa am yëpp màggal ak gàmmoo kii yëpp ay occasions yi xam ne on ne contrôle plus l'argent. Censeur pour les uns, moralisateur pour les autres, l'ancien rappeur du groupe CTO nourrit une haine viscérale pour le modèle de société occidentale qu'il considère comme corrompu. Ils nous ont appelés à retourner vers le vrai delluwaat ci sunna leneen lépp nag ay njundux la ak ay ñal waaye du yoon waaw ñuy wax ñal wala ay ñal la waaye du yoon. Donc aujourd'hui il y a un modèle politique bu ñu islam jox dans un système de gouvernance bi xam ne qui corrige sax les failles de cette fausse démocratie là parce que cette démocratie là arnaque la, c'est une arnaque, il n'y a pas de démocratie. Expert financier doublé d'enseignant, Cheikh Omar est présenté comme quelqu'un qui a de solides connaissances islamiques. Auteur de plusieurs bouquins, dit-on, dont la République privée du Sénégal n'hésite pas à remettre en cause le modèle démocratique tel qu'entendu sous nos cieux. Et nous manquons d'une chose essentielle nag bi nga xam ne man jàpp naa ne lii tant que réglé wuñu ko dëkk yi mënul bouger fenn suffit defoon ay milliards et milliards du avancer mooy discipline mooy yar une éducation. Tout à fait. te lii nag man dama ci am xalaat bi nga xam ne xam naa su ma ko waxee naan dama dof waaye wax dëgg yàlla. Allez-y, professeur. Man dama gëm ne il nous faut une dictature sérieuse et citoyenne et patriote. Une dictature patriote bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi koy opérer waruñu faale dara waruñu gëm kenn waruñu topp kenn ñuy woowee kilifa diine duñu. L'actuel DMG, directeur des moyens généraux de la présidence, a partagé la même cellule que Diomaye Faye. C'est en prison, dit-on, qu'il a tapé dans l'œil du président, qui a fini par en faire un proche parmi les proches. RFM, la radio de toute l'actualité. Direction le palais de justice de Dakar où se tient le procès de Sidi Diop. Bonjour Boubacar Dieng. Bonjour Georges, bonjour à tous. L'on est dans l'attente du délibéré qui sera prononcé aujourd'hui. Oui, le délibéré c'est en cours d'audience, c'est-à-dire que ça pourrait se faire dans les minutes ou heures à venir. Là, on est en train d'attendre, tout le monde est dehors en attendant ce délibéré-là, mais il faut retenir que devant la barre, Sidi Diop a reconnu les faits, il a présenté ses plates excuses donc au tribunal, il dit reconnaître donc l'erreur commise et il a rappelé que ce jour-là, il était sorti pour prendre à manger, donc après le tournage d'un clip, c'était vers 2h du matin, et c'est là qu'il a été arrêté sans permis de conduire, et même l'assurance donc qu'il a présentée donc aux gendarmes, c'était pas la bonne, parce que selon le procureur, ce n'était pas une assurance, mais ces talons qui accompagnent l'assurance qui ne peut pas représenter une assurance en tant que telle. Raison pour laquelle le procureur, dans son réquisitoire, a demandé au juge de relaxer Sidi Diop pour des délits de faux et de le considérer coupable des délits de défaut de permis de conduire, d'assurance et usage de faux. Mais elle dit aussi, donc, sans remettre, sans rapporter, donc à la sagesse du tribunal concernant la peine donc à décerner à Sidi Diop. De l'autre côté, la défense a tout simplement demandé une dispense de peine, mais au pire des cas, selon Maître Barreau que nous avons eu tout à l'heure en interview, il espère une condamnation avec sursis donc pour l'artiste Sidi Diop qui a reconnu publiquement avoir commis une erreur et qui promet de ne plus reproduire la même erreur. Merci Boubacar Dieng en direct du palais de justice de Dakar. Et cette information qui vient de nous parvenir, le chavirement d'une pirogue à Nabadji Civol dans la région de Matam. Les premières informations font état de 5 morts selon notre correspondant. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour repêcher les corps. L'on y reviendra. Une semaine après le double meurtre de Aziz Dabala et de Boubacar Ganodi Wali, retour à la cité Technopole. Sur place, les habitants sont dans la psychose. Le brassage social entre les populations est menacé. Les résidents réclament l'installation de caméras de surveillance et des patrouilles régulières dans le quartier pour plus de sécurité. Reportage Salamata Ousmane Diallo. Nous sommes ici à la cité Technopole, précisément à l'immeuble où résidait le défunt Aziz Dabala. Ce monsieur qui vient nous ouvrir la porte de son appartement répond à peine à nos salutations et questions.
Une méfiance totale entre habitants du quartier. Moussa, le boutiquier du coin, explique un cas qu'il a vécu il y a 3 jours. Cette dame de grande taille, habillée en robe noire, assortie d'un voile beige sous couvert de l'anonymat, elle dit avoir donné des instructions fermes à ses enfants et employés de maison pour mesures de sécurité. En ce moment, nous avons tous peur. Nous vivons en psychose et on est obligé de s'enfermer chez nous. Si c'est un inconnu, on n'ouvre pas la porte. Regardez au niveau de la porte, si vous le connaissez, vous ouvrez la porte. Si tel n'est pas le cas, vous fermez la porte, vous n'ouvrez pas. C'est aussi simple. Massamba Mbaye, représentant des jeunes du quartier, pense que les propriétaires des maisons doivent installer des caméras de surveillance pour assurer la sécurité de leurs locataires. Chaque bailleur qui a une maison R+2 doit installer un gardien et une caméra. Une mesure de contrôle vis-à-vis des locataires parce qu'on ne sait pas la personne dont on loue une chambre ou un appartement. La cité Technopole est certes un quartier d'habitude calme, mais il l'est encore plus depuis le drame d'il y a une semaine. Depuis lors, chacun se méfie encore plus de l'autre. La population réclame des patrouilles régulières de la police dans la cité. Même si on a des brigades de patrouille, comme ils le font de temps en temps, ils viennent, ils contrôlent les identités des gens. Ça nous ferait du bien. Salamatou Ousmane Diallo, Pikine, Radio Futur Média. À midi 12 minutes, comme il l'avait annoncé, le député Moussa Diakhaté a adressé aujourd'hui une lettre au président de l'Assemblée nationale pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du présumé scandale à l'ONAS. Le président de la commission des lois déclare que cette initiative vise à éclaircir les conditions douteuses d'attribution de certains marchés publics au niveau de l'ONAS sur fond de favoritisme et de violation des règles de la commande publique. Cette affaire présumée, ce scandale présumé à l'ONAS, toujours l'Office national de l'assainissement du Sénégal, la pétition lancée par le président de Saba, Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, a recueilli près de 74 000 signatures en 3 jours. Babacar Mbaye Ngaraf compte aller jusqu'au bout dans ce combat et demande la démission du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, accusé par l'ancien directeur général de l'ONAS, Cheikh Dieng. Babacar Mbaye Ngaraf au téléphone avec El Hadj Diogoudien. Mais permettez-nous d'abord d'exprimer notre gratitude aux Sénégalais pour leur engagement dans cette pétition qui, lancée pour un objectif de 50 000 signatures, a enregistré en 24 heures 52 098 pour évoluer en l'espace seulement de 3 jours à 73 780 signatures. Malgré ce succès éclatant, des compatriotes n'ont cessé d'appeler pour proposer l'ouverture d'une deuxième liste. Cette mobilisation est assez révélateur de la maturité du peuple sénégalais, mais aussi et surtout de son engagement à protéger ses deniers publics et ses ressources. Comme vous le savez, notre pays entre dans l'ère d'exploitation de certaines ressources naturelles, telles que le gaz, le pétrole et autres. Ressources qui, si elles sont bien gérées, peuvent dans un proche avenir nous garantir le développement et la prospérité. C'est la raison pour laquelle les Sénégalais visiblement ne jouent pas avec la bonne gouvernance. Nous tentons d'ailleurs à une synergie de toutes ces actions-là pour maximiser les chances d'aboutir, de faire aboutir notre revendication qui consiste, à l'éclatement de la vérité, la démission du ministre pour encore une fois mettre à l'aise le président de la République, le Premier ministre et respecter les Sénégalais. Le débordement du fleuve Sénégal, de réels risques d'inondation dans la région de Matam. Après le dépassement de la cote d'alerte depuis dimanche après-midi, les effets collatéraux commencent à se faire sentir dans les localités du Dandé-Mayo où des ponts, pistes et ouvrages sont devenus impraticables. Les responsables du collectif Dandé-Mayo émergent dénoncent la sourde oreille des autorités du pays malgré les alertes lancées depuis mai dernier à Bandel Niang. Avec 8 mètres 03 à la station de Matam ce matin à 8 heures, la tendance haussière se poursuit au niveau du fleuve Sénégal. Après la déviation de Ndouloumadi et le vieux pont de Djamel, qui vient d'ailleurs d'être fermé à la circulation par le préfet du département de Matam, la vie se complique davantage dans le Dandé-Mayo Sud. La montée et l'envahissement des eaux sont en train d'isoler de nombreuses localités de la zone. Une situation regrettable et douloureuse pour les populations qui, par la voix de Yaya Ndiaye, le président
président du collectif dans des maillots émergents, dénonce la sourde oreille des nouvelles autorités centrales. Il y a de cela plus de 3 à 4 mois, au mois de mai, la NACIM avait fait donc des prévisions, disant que cette année, il y aura beaucoup d'eau, il y aura aussi des risques d'inondation et de débordement comme du fleuve. Bon, cette situation est arrivée aujourd'hui et nous avons dépassé la cote d'alerte. Donc la population du Dans-les-Maillots qui vivent aux abords du fleuve Sénégal sont inquiètes. La dernière fois, lors de notre rencontre avec le CRD, j'avais alerté, le Dans-les-Maillots reçoit 2 types d'eau, les eaux pluviales et les eaux pluviales. On est menacé de partout. Et donc nous regrettons comme cette situation. Il n'y a aucune commission de crise qui a été installée, il n'y a aucune solution d'urgence qui a été mise en place. Nous avons écrit des courriers au niveau des études pour discuter de la situation. Les courriers sont là, on a écrit au ministère de l'Agriculture, on a écrit au ministère des Infrastructures, mais malgré tout cela, rien, jusqu'à présent rien. Et aujourd'hui nous sommes dans une situation, nous demandons au chef de l'État, vraiment nous attirons l'attention du chef de l'État. Le plan Orsec n'est toujours pas déclenché, mais les autorités administratives locales restent en alerte. En plus des engins déployés par l'Argiroute, les autorités assurent de la disponibilité de milliers de sacs à terre. Toutefois, malgré cette hantise des populations, les élus à la tête des différentes collectivités locales brillent toujours de par leur absence sur le terrain, aux côtés des populations. Matam, Ali Bandelian, RFM. Dans la région de Fatick, le pont de Sahor dans la commune de Loul-Sessène vient d'être fermé à la circulation. Son état de vétusté a empiré avec les pluies de ces derniers jours. Conséquence, les habitants de cette île se déplacent désormais avec beaucoup de difficultés. Les pirogues sont devenues leur seul moyen de transport. Aminata Goudiaby. Rien d'officiel pour le moment, mais les habitants de l'île de Sahor et les autorités municipales ont de commun accord pris la décision de fermer le pont. La traversée de ce pont en bois érigé depuis 40 ans est devenue impossible. Sidia Diouf est le maire de Loul-Sessène. Non, il n'y a pas encore d'arrêté parce que nous, il y a une réunion qui a été tenue tout récemment au niveau de Sahor. Ça a été barré donc des deux côtés pour dire aux gens ou bien aux étrangers que ce pont est impraticable. L'interdiction de la traversée de ce pont de fortune pèse sur les habitants de Sahor. C'est la période de soudure et il faut se déplacer quotidiennement vers la terre ferme pour faire ses provisions. Les pirogues restent la seule alternative, à défaut faire plusieurs détours, ce qui rend encore beaucoup plus cher le coût de la vie pour ces villageois de Sahor. Les populations prenaient ce pont avec des charrettes pour aller se ravitailler au niveau des marchés de Djouroup et des autres marchés et ça leur permettrait quand même de survivre pendant ce mois qui est un peu difficile. Et aujourd'hui, certains seront obligés de venir à Foundiougne, d'autres de passer par Faoï et c'est des coûts supplémentaires. Le pont en bois était déjà vétuste, mais les fortes pluies de ces dernières semaines ont empiré son état de délabrement. Par le passé, des accidents s'y sont produits, selon le maire Sidia Diouf. En 2016, on était dans la même situation. Les gens étaient obligés pour amener une dépouille montée à Sahor de passer par Faoï. Mais finalement, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait enregistré parce qu'il y avait chavirement d'une embarcation et finalement on avait enregistré 5 autres morts en prise de la dépouille. Pourquoi on appelle aux autorités pour qu'ils nous aident à construire un nouveau pont. Pour faciliter un peu le déplacement des insulaires, la municipalité a mis à leur disposition une pirogue. Mais l'embarcation est dans l'impossibilité de satisfaire tout le monde. Aminato Goudiaby, Fatick, RFM. Le collectif des licenciés de l'hôtel King Fahd continue de dénoncer leur licenciement et souhaite leur réintégration. Ces travailleurs soucieux de leurs conditions de vie réclament justice sur cette affaire. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Un des membres du collectif, Séré Diagne, avec Oumou Kalsoumli. Je fais partie des licenciés du King Fahd Palace. Donc, on est là-bas depuis 1991. On a fait plus de 30 ans de service. On nous a licenciés arbitrairement, profitant du Covid pour nous faire licencier économiquement. Donc, actuellement, on demande l'aide de l'État sénégalais qui opte pour le Djubanti. Parce que Racine Sy, ce qu'il a fait, c'est vraiment de l'injustice totale. On nous a licenciés sans nous dédommager. Donc, on fait appel au ministre de tutelle, le ministre du Tourisme, le ministre du Travail et de l'Emploi et son Excellence, Monsieur le Président Diomaye,
Faye, son premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour qu'il vienne en aide à ces 76 personnes licenciées, pères, mères et soutiens de famille. Vraiment, on demande de l'aide. Donc, cette situation est invivable et on est prêt à faire un sit-in au niveau de l'hôtel pour nous faire entendre. À midi 20 minutes, l'on parle de la suspension des vols d'Air Sénégal à destination de New York. Quel manque à gagner. La parole à des experts. Dossier signé Koumba Sandiane Faye. Ils ont toujours tiré la sonnette d'alarme par rapport à la desserte Dakar-New York. Alassane Kaïdi l'avait prédit, l'histoire lui donne aujourd'hui raison. Cette liaison n'était pas une bonne idée. Il est inspecteur de l'aviation civile à la retraite et consultant en aviation civile. Qui quitte Dakar, arriver à New York, qui continue sur Montréal ou Washington ou ailleurs. Et ça, pour le faire, il faut signer des accords avec les autres compagnies qui continuent les vols, Delta, etc., et autres. Mais positionner un avion à Dakar et essayer de le remplir avec les 2 vols, ça c'est pas bon. Nous, avec Air Afrique, on avait jusqu'à 5 vols par semaine. Mais je crois que ça a été pensé politiquement, c'est-à-dire au niveau du prestige. Air Sénégal va à New York. L'aviation ne marche pas comme ça. Ils se partagent le mot, c'est parce que le commercial, c'est la rentabilité. Il faut bien choisir ses destinations. Une compagnie aérienne doit s'acquitter de toutes ses charges à toute destination. Avec Air Sénégal, il fallait tout revoir, depuis l'étude du marché jusqu'au business plan. La concurrence étant rude, selon Alassane Han, expert aéronautique, pour qui Air Sénégal a toujours été sous assistance de l'État. Pour des petites compagnies comme la nôtre, le mieux serait que ces compagnies-là essaient de trouver un partenariat sali à la manière de ce qui se passait du temps d'Air Afrique. Parce que se faire cavalier seul dans un environnement aussi compétitif, aussi concurrentiel, ne mène nulle part. C'est ce qui arrive à Air Sénégal à l'heure actuelle. C'est vraiment dommage. Depuis qu'on a lancé l'alerte, les autorités devaient quand même essayer de trouver le moyen de repartir d'une autre base. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles autorités, ce phénomène ne peut plus prospérer. Ces nouveaux arrivants n'accepteront pas que les finances publiques soient utilisées pour maintenir en vie une compagnie qui n'est pas du tout rentable. À compter du 19 septembre prochain, Air Sénégal suspend ses vols destination New York. La compagnie sénégalaise doit à la société Carlyle Aviation 10 millions de dollars, soit 6 milliards de francs CFA, suite à une décision judiciaire américaine. Décision ordonnant l'immobilisation des avions de la compagnie. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup, Georges Déthié-Diop. À la une de l'actualité internationale, l'attaque meurtrière survenue samedi dans le centre nord du Burkina Faso. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans cette attaque perpétrée à Barsalago par des groupes armés, pour la plupart liés à Al-Qaïda, mais pour l'instant, elle n'a pas encore été revendiquée. Nafissa Toussila. Des hommes armés qualifiés de terroristes par les autorités burkinabées ont tué samedi plusieurs dizaines de personnes, civiles comme forces de défense et de sécurité, selon l'agence France Presse qui cite des sources locales et sécuritaires. Il y a également de nombreux blessés qui ont été évacués à Kaya, à environ 45 km du lieu de l'attaque. Une grande partie des victimes a été enterrée hier dimanche, selon une autre source qui s'est confiée à l'AFP. La riposte des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie a permis de neutraliser plusieurs terroristes et éviter un plus grand drame. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques menées par des groupes. Selon l'ONG ACLED, ces attaques ont fait plus de 20 000 morts, dont près de 3 800 cette année. En RDC, Anna, les autorités condamnent les violences à l'égard de membres de l'ambassade de France. Selon RFI, 2 diplomates français et un garde de sécurité ont été agressés vendredi dernier à Kinshasa par des policiers et agents du parquet venus leur faire quitter leur villa. Au moins 5 policiers ayant participé à cette tentative de déguerpissement ont été mis aux arrêts après enquête. Oumou Kalsoumli. Le premier conseiller, le conseiller culturel et un garde de sécurité de l'ambassade de France en RDC ont été menacés par la police et des agents du parquet requis par des Kinois qui se présentent comme des plaignants voulant le faire déguerpir d'une villa. Des événements se sont vite enchaînés en plein centre-ville. Le conseiller culturel de l'ambassade occupant de la villa a été roué de coups, forcé de remettre les clés, sa villa forcée et vidée de ses meubles. Le diplomate a été admis dans un hôpital. Il n'en est sorti que le week-end.
Si Paris et l'ambassade à Kinshasa sont restés silencieux sur l'incident, les autorités congolaises s'en offusquent. Le chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayi Wamba, a exprimé son profond regret et condamné fermement les violences dont ont été victimes les 3 diplomates. La ministre a déploré une atteinte aux conventions internationales qui protègent les membres du corps diplomatique dans l'exercice de leurs fonctions. Une enquête, selon elle, rigoureuse est en cours afin d'identifier et de poursuivre les responsables de ces actes. En attendant, un détachement de la police a été déployé autour du périmètre français pour assurer la protection des occupants. Le Danemark va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères danois dans un communiqué. Une décision qui s'explique par les coups d'État militaires qui ont limité les possibilités d'action dans la région du Sahel. Le Danemark compte en revanche avoir des représentations diplomatiques au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie dans le cadre, je cite, de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains. En France, Anna, Marine Le Pen annonce que le Rassemblement national va censurer tout gouvernement de gauche. C'est ce qu'a affirmé la présidente du groupe du parti d'extrême droite à l'Assemblée nationale française après sa rencontre avec Emmanuel Macron ce matin. Une rencontre qui a duré 2 heures. Marine Le Pen a également demandé au chef de l'État français l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée avant la nomination d'un Premier ministre. Marine Le Pen et Jordan Bardella, président du Rassemblement national, ont été reçus à l'Élysée dans le cadre des consultations menées par le président Macron en vue de nommer un Premier ministre. Le président du Sénat, Gérard Larcher, est attendu à l'Élysée en fin de journée. Merci Anna Rocha, c'était l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos 2 intervenants aux alentours de 12h35, nous allons évoquer le scandale présumé à l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. On va en parler avec Abdouaziz Faye, coordinateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. Cheikh Omar Sy, ancien député, président de l'OCDEA, l'Observatoire des indicateurs de développement économique en Afrique. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Diop. Compétition africaine des clubs. Un club sur 2 passe au second tour. Des clubs sénégalais bien sûr. Des clubs sénégalais. Nous allons faire le point avec Soda Cham qui a donc rencontré celui qui a permis au Jaraaf de se qualifier. Le jeune Souleymane Cissé qui a inscrit un triplé hier au stade Lat Dior de Thiès, permettant au Jaraaf de Dakar de venir à bout du club sierra-léonais de East End Lion FC sur le score de 3-0. 2 victoires pour le Jaraaf à l'aller comme le retour. Un match nul plus une défaite pour l'équipe de Teungueth FC. Bilan mi-figue, mi-raisin, mais heureusement qu'un des clubs est passé pour le prochain tour. Soda Cham, elle, s'est intéressée à ce jeune canonnier qui a fait le bonheur hier de tous les Sénégalais. Avec l'aide de ses coéquipiers, il a libéré le Jaraaf de Dakar. Avec un but matinal, Souleymane Cissé a permis au club de la Médina de se mettre à l'abri très tôt. Ça nous a un peu libérés. Il fallait qu'on marque très vite aussi parce qu'on avait besoin de marquer très tôt pour nous libérer et Dieu nous a aidés. Avec des réalisations, la saison dernière, le meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise avait fini par retrouver ses sensations de buteur avec ce triplé qui permet au Jaraaf de Dakar de passer au 2e tour préliminaire. Wow, ça me fait plaisir et ça fait plaisir tout le monde aussi parce que tout le monde attendait ça, donc il fallait qu'on le fasse aussi et Dieu nous a aidés et on a travaillé dans la semaine, on a eu les autres occasions et on a tout concrétisé quoi, alhamdoulilah. L'ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis reste optimiste pour la suite de la compétition et pense que le Jaraaf de Dakar pourra rééditer l'exploit de 2021 où il avait atteint les quarts de finale, voire même plus. Bien sûr, pourquoi pas. L'objectif c'était pas d'aller juste pour des tourismes, on est là pour aller chercher quelque chose, donc Inch'Allah, on a l'effectif, on a l'équipe, on a le staff aussi. Il nous encadre très bien. Et le match est fini, donc on doit se concentrer dans les autres tours à venir, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on va le faire. Pour le prochain tour des préliminaires, le Jaraaf de Dakar va affronter le Racing Club d'Abidjan en aller et retour au mois de septembre. Le basketball Malal, après l'échec des Lions au tournoi de Kigali, l'heure est au bilan.
L'heure est au bilan puisque l'objectif de ce tournoi de Kigali était de valider la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Malheureusement, les Lions ont été battus par l'équipe de la Hongrie. Que retenir de la prestation de l'équipe nationale du Sénégal? Le président de la fédération, Maître Babacar Ndiaye, qui était sur place, a tiré le premier bilan. C'est un tournoi très positif pour notre équipe nationale. Avec le nouvel entraîneur, je pense qu'en termes de préparation, de mise en place d'une nouvelle équipe, c'était un tournoi très instructif. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Sénégal n'a rien perdu en termes de qualification à la Coupe du Monde. Parce que ce tournoi-là, il permettait simplement aux vainqueurs de se qualifier au préliminaire de la Coupe du Monde prévue en 2026. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le vainqueur de l'Afrobasket 2025 qui aura lieu à Abidjan en fin juillet, début août, va se qualifier directement à la Coupe du Monde, mais sera invité à discuter le tournoi de qualification à la Coupe du Monde. Ce tournoi de qualification à la Coupe du Monde va regrouper 24 équipes, dont 4 pays africains. Donc le vainqueur qualifié à la Coupe du Monde va également participer, plus les 3 autres demi-finalistes. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes toujours en lice pour la Coupe du Monde 2027. C'était un tournoi de préparation, il faut le prendre comme tel, et c'est ça. Que retenir de cette nouvelle équipe qui a été mise sur pied avec le nouvel staff, mais également sur le jeu de l'équipe nationale du Sénégal? Y a-t-il des améliorations notées? Il y a des choses à faire, oui ou non? Réponse de Pathé Keita, président de Guédiawaye Basket Academy. Du début à la fin du match, quand même, on a eu un problème tactique, notamment sur le pick and roll, avec un mismatch qu'on ne parvenait pas à régler. Chaque fois, on prenait un écran de sorte que la grande se retrouve avec une petite taille. Donc, elle prenait le temps nécessaire pour faire pénétrer la balle dans la raquette, pour trouver la grande taille hongroise pour scorer. Durant tout le match, on a buté sur ça. Aussi, j'ai trouvé un peu anormal aussi qu'on soit mené au score, que le coach ne puisse pas varier les défenses, notamment les défenses aux zone press, zone pressing, pour un peu quand même, parce que bon, on a vu durant toute la compétition que la force du Sénégal était l'agressivité, la défense et l'agressivité. Donc voilà, on a joué pratiquement tous les 4 ans, notre drapeau ne s'est pas levé, ça veut dire qu'on était moins agressif, alors que lors des matchs précédents, avant 5 minutes, notre drapeau était toujours levé. C'est parce que si on joue agressif, parfois aussi on commet des fautes. Mais aussi, bon, tout qu'on fait, ça peut aussi résulter un peu du manque de fraîcheur physique des joueuses qui ont payé quand même l'accumulation des matchs. Voilà donc, Georges, c'est tout pour ce qu'on peut retenir pour le sport. Merci, Malal Junior Diagne. La presse du jour. La presse du jour, Mohamed Alimouba, bonjour. Bonjour. À la une, affaire Aziz Dabala, l'enquête avance à grands pas. L'enquête s'emballe, pointe le journal Enquête, lequel confrère constate qu'en tout 6 personnes ou 6 suspects ont été arrêtés par la police, dont Naboulay, une amie de Aziz Dabala. Selon le journal, tout ce beau monde a été perdu par leur téléphone borné dans les lieux du crime. Le journal note que le cas Naboulay intéresse particulièrement, et c'est bien parce que c'était une proche de la victime, c'est Aziz Dabala qui l'a mise en selle selon le journal. Mais les enquêteurs ne lâchent pas Naboulay et pour cause, le jour du crime, le téléphone de la bonne dame a borné aux alentours de l'immeuble localisé entre 0h et 0h30, alors même que Naboulay était censé être à Niétimbar. Ce n'est pas tout. Le lendemain du meurtre, Naboulay n'a pas cessé de communiquer avec les autres membres de la bande présumée impliquée dans le double meurtre. Ils avaient été en contact jusqu'au 20 août dernier, soit 2 jours après le drame. Aussi, la nuit du meurtre, Naboulay était en communication sur WhatsApp jusqu'à 4h du matin. Face aux enquêteurs, il aurait dit avoir oublié la personne avec laquelle elle communiquait. Selon toute vraisemblance, la bande a ourdi et planifié son crime. Le journal L'Info note que le présumé meurtrier est passé aux aveux,
mais il veut endosser tout seul ce meurtre. Toutefois, il a confié avoir prévenu ses amis lorsqu'il partait chez la victime. Un des éléments de la bande aurait fourni l'arme du crime. Mobile de ce crime, justement, l'argent et les orientations sexuelles de la victime. Il voulait soutirer de l'argent à Aziz Dabala. Le journal pointe l'altercation téléphonique entre Aziz Dabala et Elhaj Mamadou Yaoul. Les orientations sexuelles de la victime, les menaces et l'expédition punitive. L'observateur déroule en détail le film de l'arrestation de la bande. Mon confrère en a profité pour revisiter le parcours du cerveau de cette bande. Le jeune Yao, un caïd de Guinaw Rail, au passé pénal chargé, accusé d'avoir planifié l'opération. Le journal Les Échos rapporte que Moudlou, un des éléments de cette bande, a été dénoncé par son oncle à qui il s'est confié. Sur le meurtre du neveu de Aziz Dabala, les enquêteurs parlent d'actes de barbarie. Libé résume l'affaire en quelques mots. La DIC chargée de l'enquête est sur les traces d'une exécution planifiée. Les enquêteurs sont en train de poser les derniers actes avant d'envoyer tout ce beau monde devant le procureur de la République. Dans le cadre de cette affaire, note toujours l'observateur, 3 plaintes ont été déposées après la diffusion sur TikTok de photos de personnes n'ayant rien à voir avec l'enquête. Le Grand Magal de Touba a vécu et les vérités du khalife général des Mourides, sermon du guide religieux contre les dérives, pointe le soleil. Haro sur les gaspillages, le non-respect de la séparation homme-femme, les tam-tam et autres danses pendant le mois de Safar. Le journal nous dit que la communauté mouride veut achever aussi le chantier de l'université. C'est même un ndigal. Le ministre de l'Intérieur en a profité pour demander aux jeunes de bannir l'immigration irrégulière. L'Obs pointe aussi les accidents de la circulation. En tout, 15 décès constatés par les sapeurs-pompiers. Besbi le jour remarque pour sa part que le Grand Magal, c'était les accidents, mais c'était aussi la fausse note de la lettre à la présidence de la République qui a créé de la polémique. Un malaise au sein de la communauté mouride au sein du comité d'organisation. Le journal Le Quotidien, lui, revient sur les mots du Magal. C'était le manque d'eau, le problème d'assainissement, le transport ou encore l'hébergement. Ousmane Sonko, président et à la fois premier ministre à Lutine, qui parle ainsi, confie que Diomaye est confiné au palais de la République. Le leader d'Africa Jom Center, invité du grand jury de dimanche de la RFM, repris par Le Quotidien. On retrouve le même Aliou Tine dans le journal L'Info. Il va plus loin. Il dit « Je voyais Ousmane Sonko comme directeur de cabinet du président de la République, secrétaire général de la présidence comme Jean Collin ou comme Ousmane Tanor Dieng. » Aliou Tine de regretter l'inaccessibilité et le confinement du président Bassirou Diomaye Faye au palais de la République. Débordement du fleuve Sénégal, Bakel et Matam en danger. Alerte Besbi le jour. Le Quotidien note que même Kidira est sous la menace. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi 37 minutes, nous en arrivons à point de vue sur le scandale présumé à l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Avec nous au téléphone, Abdulaziz Faye. Bonjour Abdulaziz. Abdulaziz, qu'on aura la possibilité d'avoir au téléphone. Il sera avec Cheikh Omar Sy, ancien député, président de l'OCDEA, Observatoire des indicateurs de développement économique en Afrique. Bonjour Cheikh Omar Sy. Bonjour Cheikh Omar Sy. Quelques difficultés pour entrer en liaison avec nos deux interlocuteurs sur le sujet du jour. Point de vue sur le scandale présumé à l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nous serons en contact dans un court instant avec Abdulaziz Faye, coordinateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement, mais également avec Cheikh Omar Sy, ancien député, président de l'OCDEA, Observatoire des indicateurs de développement économique en Afrique. Bonjour Cheikh Omar Sy. Abdulaziz Faye, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. On sera dans un instant avec cher Omar Sy. On parle du scandale présumé à l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, à la suite du limogeage de l'ancien directeur général Cheikh Dieng. Beaucoup de choses ont été dites, mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que les autorités vont mettre cette affaire au clair? Bonjour à tous vos auditeurs de la RFM. Et je crois que effectivement c'est un scandale très regrettable parce que à la lecture de la situation, on se rend compte qu'effectivement c'était une situation qui pourrait être évitée si l'on avait une très bonne planification et un très bon suivi des marchés dont il est question. Mais aujourd'hui, effectivement, comme la situation est déjà là, il est important aujourd'hui que les Sénégalais sachent en tout cas ce qui s'est réellement passé. Mais là aussi, il faudrait que les deux parties puissent nous livrer des informations assez factuelles pour permettre à cela passe par quoi? Et cela passe par quoi? Cela passe par une communication très claire et très sincère. Parce qu'aujourd'hui, si on écoute l'ancien DG de l'ONAS et la sortie aussi du directeur de l'assainissement, on se rend compte qu'effectivement, c'est un dialogue on a comme l'impression que c'est un dialogue de sourds. Alors, ce que le DG brandit et ce que la DA a essayé de démontrer, effectivement, c'est deux choses qui se recoupent dans un certain temps, mais aussi, il y a des éléments qu'ils ont un peu occultés. Mais dans tous les cas, nous, ce qui nous intéresse au niveau de la société civile, c'est pas cette dispute entre politiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des populations. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, avec la situation actuelle, c'est les populations qui en pâtissent. Parce que les marchés dont il est question, c'est des marchés extrêmement importants, les marchés d'inondation et de cuirage des caniveaux. Ça, c'est des marchés extrêmement importants et qui doivent se faire normalement en prélude de l'hivernage. Mais aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout, effectivement, ça a tellement traîné et au final, ce sont les populations qui payent les pots cassés. Donc, nous, ces querelles-là, effectivement, on est un peu équidistants de ces détails entre politiciens. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'aujourd'hui, si on a des données factuelles qui nous permettent de livrer, en tout cas, notre opinion carrément et de voir aussi au niveau du terrain que réellement, il y a des réalisations pour le bonheur des populations. Mais aujourd'hui, on se rend compte que d'après la déclaration du directeur de l'assainissement, effectivement, il y a des retards considérables dans l'exécution des marchés. Et si on regarde aussi, moi, je me suis tenté de promener au niveau de Bambey où le curage a été fait, mais j'ai remarqué personnellement que ce curage s'est fait, mais aussi s'est fait de manière pas tellement clean. Je reviens à vous dans un instant, Abdoulaziz Faye, le temps de donner la parole à Cheikh Omar Sy, ancien député, président de l'OCDE, Observatoire des indicateurs de développement économique en Afrique. Bonjour, Cheikh Omar Sy. Bonjour. Alors, accusation contre accusation, on a entendu l'ancien directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui porte des accusations contre le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui est toujours à Fon. Comment qualifiez-vous son silence dans cette affaire ? Oui, le silence du ministre... Même si les services du ministère étaient face à la presse pour donner leur version des faits. Oui, mais le silence du ministre est compliqué parce qu'aujourd'hui, le directeur l'a accusé directement. Deuxièmement, la sortie du directeur de l'assainissement n'a pas réglé le problème. Au contraire, parce qu'il n'a pas aussi donné des justificatifs clairs sur l'entente qu'il y a eu pour la société efficace et Delta. Et c'est ça le fond du problème. C'est pas une question de véhicule ou pas. Et aujourd'hui, c'est pas une question aussi de directeur a dit, le ministre a répondu. Où sont les corps de contrôle de l'État? Nous avons l'EFNAC, nous avons l'IGE, nous avons même le procureur qui peut se saisir de ce dossier-là pour avoir des clarifications pour les Sénégalais. Aujourd'hui, je ne pense pas que par presse interposée qu'il y ait des déballages. D'abord parce que aussi, il y a le secret administratif, ce que je dis qu'il y a quand même une décence quand on fait une gestion publique.
été respecté. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de démenti formel par rapport à Delta et Vicas. C'est une question d'exécution ou de ne pas exécution. Nous ne sommes pas des experts. La seule chose qui peut être faite, c'est soit une commission d'enquête parlementaire, je crois que l'honorable Moussa Diakhaté en a parlé, soit mis en place pour clarifier la situation. Sinon, c'est en train d'impacter négativement sur le projet. Parce que tout on viendra à ces initiatives judiciaires, cher Omar Sy. Mais les services je dirais plutôt, l'ONAS qui a annoncé une plainte contre l'ancien directeur général Cheikh Dieng, est-ce que cela n'est pas de nature à noyer le poisson? Oui, mais ce n'est pas à l'ONAS de porter plainte. C'est au corps de contrôle de l'État de vérifier est-ce que exactement le DG, l'ancien DG, a commis des fautes lors de sa gestion, ou est-ce qu'il y a eu est-ce que le ministre a enfreint la loi en donnant une entente directe avec ACA Delta? Donc, ce n'est pas une question de porter plainte ou pas. Aujourd'hui, c'est des corps de contrôle qui sont payés et qui sont assermentés pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, vous voyez à Touba, la digue qui a été construite il y a moins d'un mois a cédé sous la pression de la pluie. C'est des financements qui ont été mis en place en moins de mois. Il faut au moins qu'on sache pourquoi la digue a cédé. Est-ce que l'ONAS a fait normalement son travail? Est-ce que le travail qui a été confié au ministère de l'Assainissement a été fait? Ce n'est rien de personnel. Mais quand on vient aujourd'hui et quand on se bat pour la transparence, la bonne gouvernance, et que ça commence à entacher le régime, je suis désolé, il faut que les autorités, le silence du président de la République est très gênant. Le Premier ministre n'en a pas parlé, il a parlé de tout d'autres choses, sauf sur cette question-là. Alors, il a même dit que si le ministre du Transport prenait 200 000, tout de suite, il allait le laisser partir. Mais excusez-moi, à côté, il y a eu 100 morts en moins de 3 mois. Il n'y a pas encore eu de sanctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans un réel projet de retraitement du pays, d'impartialité, de justice et de transparence, mais il faut que, en toute liberté, les corps de contrôle fassent le travail et que l'autorité sanctionne pour donner l'exemple, pour dire que nous ne tolérons pas des faits aussi graves que ça. Merci, cher Omar Sy. Je reviens à vous dans un instant. Abdoulaziz Faye, est-ce que cette demande pour une mise en place d'une commission d'enquête parlementaire va contribuer à clarifier la population, à éclaircir la population sur ces accusations graves entre responsable, ancien directeur général de l'ONAS et le ministre et son ministre de tutelle? Oui, moi je crois que cette commission parlementaire risque de prendre beaucoup de temps alors qu'on est devant l'urgence. Comme l'a dit Cheikh, moi je crois qu'il y a des corps de contrôle très assermentés au niveau du Sénégal qui peuvent effectivement s'autosaisir pour pouvoir clarifier la chose. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des sorties par presse interposée. Ça ne règle pas la situation. Il y a un fait qui est là, qui est constaté par tout le monde. Il y a des accusations à gauche et à droite. Il y a aussi effectivement des déballages qui ont été faits, mais il s'agira aujourd'hui pour que l'opinion puisse être éclairée, que les corps de contrôle s'autosaisissent. Parce que c'est des corps assermentés qui sont là. Alors, ils n'ont qu'à s'autosaisir pour qu'effectivement ce dossier-là puisse être traité de manière beaucoup plus claire et que la population puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Sinon, effectivement, avec une commission parlementaire, ça va traîner, ça va entrer dans le dilatoire et ça ne nous permettra pas, en tout cas au finish, de pouvoir avoir des réponses très claires. Moi, je crois que dans mon fort intérieur, je crois qu'il faudrait que ces corps de contrôle assermentés puissent s'autosaisir pour clarifier la chose. Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Merci Abdoulaziz Faye, cher Omar. Si je boucle avec vous, alors comment appréciez-vous cette requête pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, mais les autres initiatives judiciaires qui ont été annoncées par des responsables politiques comme Thierno Alassane Sall? Oui, mais la commission d'enquête parlementaire est une norme. L'Assemblée nationale peut s'autosaisir sur cette question le plus rapidement possible et convoquer les protagonistes. Autant l'OFNAC peut faire son travail s'ils sont faits, parce que je pense que Babacar Ngara avait lancé une pétition pour 50 000 personnes. Qui a déjà recueilli près de 74 000 signatures en 3 jours. 74 000. Aujourd'hui, c'est une question très importante pour les Sénégalais, mais c'est surtout parce que c'est un nouveau régime qui a brandi un slogan pour dire qu'ils ne toléreront pas quelque
chose, aucun manque de transparence. Et le Djoubal-Djoubanti, donc c'est aujourd'hui un test. Et comme je l'ai dit, là où les Sénégalais les attendent, c'est pas que l'opposition descende dans la rue, c'est pas le moment. C'est pas que l'opposition soit très virulente, c'est pas le moment. Ils attendent du concret dans le travail, dans la gestion quotidienne de ce qu'ils font, dans les résultats. À l'heure actuelle, les Sénégalais, c'est ce qu'ils demandent. Rien d'autre. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de clarifier un dossier qui vient d'entacher le début de leur mandat, mais c'est la même chose qu'ils vont faire après, comme on disait avec Macky Sall, qui mettait son coude sur les dossiers. Je suis désolé, la sortie du Premier ministre, on pensait qu'il allait clarifier cette question-là, qu'il allait mettre les points sur les i et il allait interpeller son ministre de l'assainissement. Justement, cher Omar Sy, qu'est-ce que vous attendez du ministre mis en cause? Mais qu'il lui-même, que soit il s'exprime, qu'on entende sa version des faits et pas parce que je connais Cher, c'est un ami, j'ai rien contre lui, mais au moins qu'il prenne la responsabilité de venir clarifier la chose et de le dire. Parce que dans un pays normal, un ministre ne peut pas être au silence comme ça quand on l'accuse de faits aussi graves. Je ne pense pas pour la présomption d'innocence de Cher les faits, mais quand il continue dans le silence, ça veut dire qu'aujourd'hui, les incriminations du docteur Chiadia ont une base solide qui sont en train de laisser prospérer. Et ça, je suis désolé, ce n'est pas transparent, ce n'est pas de la bonne gouvernance. Au contraire, on est en train de faire du copinage. Et ce n'est pas bon pour le début de leur mandat. Merci, cher Omar Sy, ancien député président de l'OCDEA, l'Observatoire des indicateurs de développement économique en Afrique. Merci également à Abdulaziz Faye, coordinateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Ali Ouba à la production. Merci à El Hadj Ndiogoudien pour la coordination. El Hadj Ndiogoudien que vous allez retrouver dans moins de 10 minutes d'ailleurs pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.